Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Les révélations en cascade de Véronique Courgeot. Elle avoue non pas 2, mais 3 infanticides entre 1999 et 2003, toujours à l'insu de son mari. La jeune femme vient d'être mise en examen pour assassinat. La piste de l'erreur humaine se profile après la collision ferroviaire de Moselle. Les Luxembourgeois, comme les Français, écartent un problème de signalisation. Aucun autre corps n'a été retrouvé dans la rame. New York a cru revivre le 11 septembre, mais ce n'était qu'un accident. Un avion s'est écrasé hier soir sur un immeuble, faisant 2 morts. L'enquête se poursuit. La loi doit-elle dicter l'histoire? Contre l'avis du gouvernement, les députés ont adopté aujourd'hui un texte qui pénalise la négation du génocide arménien. Colère des historiens et de la Turquie. Le tourisme de luxe ne connaît pas la crise. Un 6e palace parisien va bientôt ouvrir ses portes sur les Champs-Élysées. Les taux de remplissage atteignent des sommets. C'est le dossier de cette édition. Enfin, un monstre marin ressurgit de la nuit des temps. Les chercheurs norvégiens ont pu reconstituer le squelette d'un pliosaure, redoutable reptile des mers qui vivait au temps des dinosaures. Qui est vraiment Véronique Courgeot? C'est la question qui est posée ce soir aux enquêteurs et aux psychiatres après ces dernières déclarations. Celle que tout le monde considérait comme une mère de famille ordinaire, sans problème, a donc avoué avoir étranglé ou étouffé les 2 nourrissons trouvés en Corée du Sud. Mais elle a aussi reconnu un 3e infanticide en France, celui-là des années plus tôt. Véronique Courgeot vient d'être mise en examen pour assassinat. Son mari, lui, est toujours entendu. Anouk Burel, Valérie Lucas. Cachée par des policiers, Véronique Courgeot. Elle entre, suivie de son époux, dans le bureau du juge d'instruction. Dernier acte de ces incroyables 48 heures. Les auditions du couple sont tout juste en train de se terminer. Pour l'instant, Madame Courgeot a été mise en examen pour assassinat. En ce qui concerne Monsieur Courgeot, il faut attendre la suite du dossier. Vous attendez maintenant le débat? Dans le bureau du juge, elle a réitéré ses aveux. Il y a bien 3 bébés et non pas 2. 3 infanticides, 3 accouchements différents entre 1999 et 2003. Qu'est-ce qu'elle a avoué comme raison qui aurait pu motiver ces gestes? C'est pas l'avocat qui vous le dira, c'est le psychiatre. Est-ce qu'elle donne des détails? En 48 heures, Véronique Courgeot est passée d'aveu en aveu. Le premier bébé, elle s'en serait débarrassée en France avant leur départ. Et si elle a congelé les 2 autres, dit-elle, c'était pour pouvoir les garder auprès d'elle en Corée. Depuis le début, la famille du couple Courgeot, unie, ne voulait pas y croire. Désormais, les faits sont comme des failles dans leur mur de certitude. Je ne peux pas le croire. Si c'est vrai, je ne peux plus croire personne, ni me fier à personne, ni... Voilà, c'est... Vous disiez au professeur, vous avez dit quoi, professeur à Nantes? C'est tout. Non, je ne trouve pas ça plausible. Pour vous, ça devient de plus en plus... C'est délirant, mais c'est délirant. C'est délirant. Ce matin encore, la famille de Véronique Courgeot lisait un communiqué de soutien et d'espoir. Ils ne veulent plus s'exprimer à présent. Leur fille pourrait être placée dès ce soir en détention provisoire. Jean-Louis Courgeot pourrait être mis en examen lui aussi, mais le motif reste à préciser. Son degré d'implication aussi. Tout de suite, nous retrouvons Anouk Burel en direct de Tours. Bonsoir Anouk, c'est la stupeur là-bas. Les proches de Véronique Courgeot, sa famille elle-même est abasourdie. Oui, c'est une stupeur, un choc énorme pour les familles. Je vous rappelle que les familles du couple Courgeot étaient sûres à 100% de l'innocence de Véronique Courgeot, et ce, même après les aveux. Alors pour eux, c'est une bonne mère de famille, une femme avec beaucoup de valeurs, beaucoup de respect aussi. Elle est un peu timide, mais en tout cas pour eux, elle est absolument incapable d'avoir commis de tels actes. Alors maintenant, vous imaginez, toutes ces certitudes sont en train de s'effondrer. Je ne peux pas y croire, nous disait encore tout à l'heure la mère de Jean-Louis Courgeot. Anouk, on attend d'autres informations, d'autres précisions sur l'enquête dans les minutes qui viennent. Oui, tout à fait. Le procureur de la République devrait commencer une conférence de presse d'un instant à l'autre. Alors elle est très attendue.
Il devrait confirmer effectivement la mise en examen de Véronique Courgeot pour assassinat, son éventuel placement en détention, et surtout préciser le sort de Jean-Louis Courgeot. Il devrait être mis en examen lui aussi, mais on ne sait pas encore pour quel motif. On ne connaît pas encore son degré d'implication dans l'affaire. Tout cela reste encore très flou, mais le procureur devrait nous le préciser dans quelques instants. Merci Anouk Burel. Eh bien, on vous retrouve sans doute dans le courant de ce journal pour d'autres informations. En tout cas, passé la surprise, il faut savoir que pour la justice, ce genre d'affaire n'est pas vraiment exceptionnel. On compte en moyenne 50 à 100 cas d'infanticide de ce type par an. Christelle Bertrand, Hervé Pozzo. Cette mère de 41 ans reste impassible à l'énoncé du verdict. Elle est condamnée à 15 ans de réclusion pour avoir tué 4 de ses enfants. Les gendarmes ont découvert un nouveau-né de 6 jours dans un congélateur en panne. Les 3 autres nourrissons sont retrouvés carbonisés dans le jardin. Mère de 6 autres enfants, elle a dissimulé ses grossesses grâce à son embonpoint. Ne pas dire qu'on est enceinte peut être déjà considéré comme une pathologie. Lorsqu'une femme ne sait pas accéder à la contraception, ne sait pas gérer ou ne sait pas formuler son désir par rapport à la grossesse, eh bien on peut rentrer dans le déni de grossesse avec, dans les cas les plus graves, une conséquence terrible qu'est l'infanticide. En juin dernier, Sabi Nilschens, une Allemande de 40 ans, est condamnée pour 8 infanticides. Ses enfants sont nés entre 1988 et 1998. Elle les a tous enterrés dans des bacs à fleurs. Ces femmes qui tuent leurs enfants ont des points communs. On peut retrouver quelques traits communs. D'une part, de fortes pulsions agressives qui expliquent le passage à l'acte. D'autre part, un narcissisme tout à fait monstrueux qui font qu'elles ne sont pas capables de s'identifier ni à l'enfant qu'elles portent en elles et qu'elles sentent pourtant pendant la grossesse, ni au père de l'enfant pour éventuellement penser que ça lui ferait plaisir d'avoir un enfant. Véronique Courgeot avait-elle ce profil? En France, il y aurait entre 50 et 100 cas d'infanticide par an. L'enquête se poursuit en Moselle après la collision de plein fouet de 2 trains hier. Les grues ont permis aux sauveteurs de progresser dans la rame. Aucune nouvelle victime n'a été découverte, mais une personne est portée disparue. Sur place, Jacques Cardoz, Lionel Langlade. Une opération délicate qui est aussi celle de la dernière chance. Pour les sauveteurs, c'est l'unique moyen de trouver d'éventuelles nouvelles victimes. En cette fin d'après-midi, une interrogation demeure autour d'une personne en particulier qui serait portée disparue. Dans la soirée, les premiers examens n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Vous avez vu que c'est un wagon qui a diminué de moitié, donc ça veut dire que tout est ramené dans une moitié de wagon. Donc vous voyez les espaces que ça laisse et la difficulté qu'on peut avoir à désenchevêtrer tout ça. Toute la journée, il a fallu procéder étape par étape. D'abord, découper les caténaires pour permettre à cette grue gigantesque, lourde de 100 tonnes, de se déployer. Ensuite, découper la tôle du train passager pour accéder à une partie encore inexplorée, près de 36 heures après l'accident. Un accident que ce luxembourgeois a vécu de l'intérieur du train. Un miracle qu'il s'en soit sorti indemne. J'ai entendu un coup, je me suis dit ça c'est une explosion, et je me suis levé pour voir ce qui s'est passé. Et en me levant, alors là, vraiment, le coup était tellement très fort que je me suis projeté de 5 mètres. En plus, il y a eu des barres de fer, des sièges qui s'envolaient de partout. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Et après, je lève la tête, parce qu'à travers le vitre du train, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois? La tête du train marchandise qui est carrément venue là où j'étais assis, couper la voiture. Avec d'autres passagers, cet homme parvient à s'extraire du train. Il n'est pas prêt d'oublier. En voyant la motrice suspendue ce soir, chacun a pu constater une nouvelle fois à quel point le choc avait été violent. Difficile ce soir encore de savoir pourquoi les 2 trains se sont trouvés au même moment sur la même voie, mais la piste de l'erreur humaine se profile, car le Luxembourg comme la France écarte un problème de signalisation. François Baudonnet, Christine Boss. Un feu vert. C'est à cet endroit qu'hier matin, le conducteur du train de marchandises français a obtenu l'autorisation de s'engager sur la voie qui allait le mener à la catastrophe. Lorsqu'il est pris en charge par ce poste d'aiguillage, celui de Thionville, son train a 45 minutes de retard. Une situation facilement gérable en temps normal. Seulement voilà, au même moment, un peu plus au nord, le train de voyageurs luxembourgeois se présente et s'arrête à un feu rouge.
Puis il repart. Pourquoi? Quelques minutes plus tard, c'est la collision. Les deux trains roulent alors à plus de 100 km/h. L'hypothèse la plus probable est que la faute ait été commise du côté luxembourgeois. Ce n'est pas le conducteur du train qui est en cause, mais c'est plutôt l'organisation en signalisation qu'il faut voir de plus près pour tirer les bonnes conclusions. Car un train peut techniquement franchir un feu, même au rouge. Mais il faut pour cela déclencher une procédure exceptionnelle. Si un conducteur est amené à franchir un signal fermé, un feu rouge, pour parler simple, il ne peut pas le franchir de lui-même sans être autorisé par l'agent du poste d'aiguillage à lui remettre un bulletin de franchissement. Ce bulletin de franchissement a-t-il seulement existé? La gendarmerie scientifique a retrouvé l'une des boîtes noires dans les carcasses enchevêtrées. Elle devrait leur permettre de mieux comprendre l'enchaînement de l'accident, mais nul ne sait quand les enquêtes, françaises et luxembourgeoises, livreront leurs premiers résultats. Autre accident, mais cette fois c'était hier soir à New York et pendant quelques minutes les habitants de la ville ont cru revivre le 11 septembre. Un petit avion s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans un quartier chic de Manhattan, provoquant la mort des deux passagers. Les deux hommes ont été identifiés. L'un d'eux est une star du baseball. On ne connaît toujours pas les causes de cet accident. Alain Chalvron, Pascal Jouffriot sur place. L'espace de quelques heures, New York a cru revivre le cauchemar du 11 septembre. Cet immeuble en feu au 30e étage a été percuté hier par un avion en début d'après-midi. Tout de suite, c'est la panique. Je suis bouleversée, terrifiée. Quartier bouclé, policiers en armes, 39 compagnies de pompiers mobilisées. Accident ou attentat, très vite le maire se veut rassurant. Rien ne permet de suggérer à l'heure qu'il pourrait s'agir d'un acte terroriste. Mais il ne rassure pas tout le monde. On dit un accident pour ne pas montrer que c'est un terroriste, mais je crois que c'est un terror. En fait, c'était bien un accident. Un petit avion de tourisme piloté par une vedette du club de baseball des Yankees, avec un instructeur à bord, a eu un problème technique et a percuté la tour située à l'est de Manhattan. Il faisait des loopings et semblait hors de contrôle. Reste la question posée aujourd'hui par les journaux. Mais que faisait donc ce Cirrus SR-22 dans le ciel de New York? Eh bien, il était tout à fait dans la légalité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Manhattan continue à être survolé jour et nuit par des avions commerciaux qui doivent toutefois ne pas descendre en dessous d'un certain plafond. S'il devait être en infraction, il serait alors en principe très vite intercepté par des avions de chasse qui pourraient, le cas échéant, les abattre. Pour les autorités américaines, la sécurité se fait en amont. À l'aéroport, pour rendre impossible l'introduction d'armes à bord, et dans les avions eux-mêmes, les portes des cockpits sont désormais sécurisées et devraient rendre impossible la prise de contrôle de l'appareil par des terroristes. En bref, encore à l'étranger, le caméraman français Fred Nérac, présumé mort en Irak, aurait peut-être été exécuté par des miliciens bassistes au deuxième jour de la guerre en Irak. Information du Figaro qui s'est procuré un rapport d'enquête danois datant de janvier 2005. Le Quai d'Orsay de son côté réfute cette hypothèse en rappelant que 4 autres enquêtes indépendantes privilégient la thèse d'une mort lors d'un échange de tirs entre Irakiens et Américains. Rappelons que le corps du Français n'a jamais été retrouvé. L'Irak où les attentats se poursuivent, l'attaque d'une chaîne de télévision qui n'avait d'ailleurs pas encore commencé à émettre a fait 9 morts aujourd'hui. À noter que selon l'hebdomadaire médical britannique The Lancet, 655 000 Irakiens seraient morts depuis le déclenchement de la guerre en mars 2003. Il ne s'agit pas d'un recensement, mais d'une sorte de sondage géant mené auprès de 13 000 Irakiens et dans les hôpitaux. Le président américain George Bush a aussitôt estimé que ces chiffres n'étaient pas crédibles. En France, un débat passionné à l'Assemblée, un débat qui pose une nouvelle fois la question de l'écriture de l'histoire par la loi. Les députés, on s'en souvient, avaient voté un texte qualifiant de génocide le massacre des Arméniens par les Turcs pendant la Première Guerre. Aujourd'hui, c'est un pas de plus. La négation de ce génocide sera pénalement réprimée. Le gouvernement était contre le texte, les historiens aussi. Émilie Lançon, Bruno Giraudon. Pour 106 contre 19. L'abstention est forte, mais le texte est adopté en première lecture. Pour les Arméniens, c'est déjà une victoire. Le génocide commis par la Turquie a été reconnu en 2001. Le texte va aujourd'hui plus loin. Il prévoit de punir d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la négation du génocide. À l'annonce du vote, quelques 300 Arméniens réunis devant l'Assemblée entonnent la Marseillaise.
C'est une grande victoire aujourd'hui, mais pour la France. C'est une victoire pour la France et pour la démocratie. Le Parti socialiste est à l'origine de la proposition de loi. Mais droite et gauche sont divisées. Beaucoup de députés n'ont pas participé au vote, estimant que ce n'est pas aux élus d'écrire l'histoire. On ne peut pas continuer en France, différemment de tous les pays démocratiques, à essayer, comme dans un pays totalitaire, à définir ce qu'a été l'histoire. Pour les partisans du texte, au contraire, il faut savoir faire des exceptions. Lorsqu'il s'agit de la dignité humaine, lorsqu'on touche à un génocide et à sa négation, je ne m'interdis pas en tant que législateur d'intervenir. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de sanctionner la négation du génocide. Eh bien, je crois que cela nous honore de le faire. Le gouvernement, lui, redoute que cette loi ne stoppe le travail de mémoire, tout juste entrepris par la Turquie. Nous ne devons pas fragiliser cette première avancée qui doit conduire le peuple turc à revisiter avec objectivité son histoire, comme nous le souhaitons tous. Le Premier ministre en déplacement en Guadeloupe aujourd'hui s'est invité dans le débat, expliquant que selon lui, ce n'était pas une bonne chose de légiférer sur les questions d'histoire et de mémoire. Pour le gouvernement, cette première adoption n'est que le début d'un long processus. Et il faut rappeler aussi que la France héberge la plus forte communauté arménienne d'Europe de l'Ouest avec plus de 500 000 personnes, ce qui représente un électorat non négligeable. Ce vote en tout cas a provoqué la colère de la Turquie, mais des sanctions ou des opérations de boycott ne sont pas pour l'instant à l'ordre du jour. Bernard Lebrun. Le A d'Arménie, cerclé de noir, unique symbole en signe de protestation contre le vote de la loi à Paris. Aucun drapeau français caricaturé ou encore moins brûlé. Mais cette manifestation dans les rues de la capitale turque a marché jusqu'aux grilles du consulat, puis les portes de l'ambassade de France. Et c'est ici que la colère très orchestrée par les ultranationalistes turcs laissera cours à quelques jets d'œufs sur les grilles françaises. Et l'extrême droite de menacer. Nous demandons à nos concitoyens de ne plus acheter de produits français en signe de protestation. Au ministère des Affaires étrangères, le ton est moins grave. On parle avec le sourire, mais on demeure menaçant. Dans cette affaire, dit le ministre, et avec cette loi, la Turquie n'a rien à perdre. Mais la France, elle, a tout à perdre. Les rues d'Ankara comme d'Istanbul ne se sont donc pas enflammées, mais la presse, elle, s'est déchaînée, raillant dès ce matin le futur vote français. Étonnement aussi à Bruxelles, où cette loi dérange et pourrait, dit-on ici, remettre en cause les premiers pas très fragiles du dialogue entre historiens turcs et arméniens sur 1915. Une telle loi peut effectivement avoir un effet négatif, être contre-productif pour ce travail de mémoire qu'il faut achever pour arriver à la réconciliation. En l'état actuel, les rues de Turquie sont occupées par les partis laïques et de droite. Les partis islamistes, pourtant majoritaires et au pouvoir, demeurent silencieux sur cette question arménienne. La Turquie décidément sous les feux de l'actualité. Le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à Orhan Pamuk. C'est la première fois qu'un Turc est distingué. Orhan Pamuk a 54 ans. Il est considéré dans son pays comme un auteur contestataire. Il a même été poursuivi pour avoir parlé du génocide arménien justement et du martyre des Kurdes. Aujourd'hui, le gouvernement turc s'est félicité de cette récompense. Économie avec un rebondissement dans le feuilleton de la fusion gaz de France-Suez. Ce mariage était présenté, vous le savez, par le gouvernement comme un moyen de protéger Suez des appétits extérieurs, des OPA. Eh bien, d'après le journal Les Échos, l'homme d'affaires français François Pinault préparerait justement une OPA sur le pôle environnement du groupe pour 18 milliards d'euros. Julien Beaumont, Abdelzouiwesh. François Pinault va-t-il jouer le trouble fait dans la fusion Suez-GDF ? Selon le quotidien Les Échos, le milliardaire serait prêt à racheter une partie du groupe Suez. Suez, c'est d'un côté le pôle énergie qui produit électricité et gaz, de l'autre l'environnement avec l'eau et le retraitement des déchets. Pour cette partie, François Pinault serait prêt à payer 18 milliards d'euros, 2 milliards de plus que son cours actuel. Un nouvel épisode dans la privatisation de GDF, un feuilleton lancé en février dernier par Dominique de Villepin pour protéger Suez. L'affaire Pinault, si elle est vérifiée, pourrait, selon cet analyste financier, contrecarrer les plans du gouvernement. On aurait dans ces cas-là E.ON, l'allemand, qui lance une OPA sur Suez avec le concours de François Pinault qui rachèterait les actifs environnementaux et couperait l'herbe donc à Gaz de France dans le cadre de sa fusion.
De quoi semer le trouble aujourd'hui au Sénat. En ce moment, les parlementaires se penchent justement sur la privatisation de GDF. Monsieur le rapporteur, peut-être. La raison pour laquelle nous présentons ce texte n'est absolument pas impactée par la situation que l'on voit dans les journaux le matin. Débat relancé aussi à l'Assemblée où la privatisation a pourtant déjà été adoptée. Je demande qu'on arrête les débats au Sénat et que l'on pose clairement les enjeux industriels. Monsieur Pinault est un financier avisé, il y en a d'autres qui sont déjà sur les rangs pour s'accaparer Suez Environnement. Le groupe fusionné n'échappera pas à une OPA hostile d'où qu'elle vienne. C'est une erreur stratégique que nous avons commise. J'espère, parce qu'il en est encore temps, que nous n'irons pas jusqu'au bout. François Pinault aujourd'hui n'a fait aucun commentaire. L'affaire GDF-Suez, quant à elle, semblait être réglée. Avec ce nouvel épisode, le feuilleton continue. Économie encore, le tourisme de luxe ne connaît pas la crise. Un 6e palace parisien va bientôt ouvrir ses portes sur les Champs-Élysées avec des suites qui peuvent atteindre, paraît-il, jusqu'à 15 000 € la nuit. Mais il faut savoir que le taux de remplissage de ces palaces atteigne des sommets. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Yvan Martinet, Guillaume Viard. Sur la plus belle avenue du monde, vous connaissiez cette table. Et bien désormais, il y aura aussi un lit, et pas des moindres. Bon là bien sûr c'est encore en chantier, mais sous cet écrin de bâches plastiques, du luxe. Marbre, murs en cuir brodé, peinture dorée. 4 étages plus haut, imaginez-vous dans la chambre 403. Ambiance cosy, moderne et chic, joli décor, prix assorti, 690 € la nuit. Pour la suite, il vous faudra compter à peine plus. Combien il faudra débourser pour s'installer dans cette suite? Alors dans cette suite, sur un ensemble qui fait, je le rappelle, 535 mètres carrés, ça va être de l'ordre de 15 000 € pour pouvoir s'offrir, et le service qui va avec, et cet espace. 15 000 € la semaine? 15 000 € la nuit. Mais pour ce tarif, c'est une affaire, vous disposerez aussi d'une télé pour prendre votre bain. Comme le luxe n'a pas de prix, le groupe Barrière a dépensé 200 millions d'euros pour la seule acquisition des immeubles sur lesquels s'étend aujourd'hui l'hôtel. Et l'ardoise ne s'arrête pas là. Ça fait 75 millions en aménagement et travaux divers pour transformer ces 5 immeubles en hôtel. Et cet hôtel pourrait très vite afficher complet. Car sur ce secteur jadis moribond, n'imaginez pas qu'à Paris, un palace en plus soit un palace en trop. Chinois, Indiens ou Russes, les nouveaux riches apprécient de plus en plus nos palaces. Grâce à eux, cette hôtellerie connaît une croissance de 20% cette année. C'est évident que la demande parisienne aujourd'hui, qui vient principalement des clientèles étrangères et principalement asiatiques avec la Chine, je pense qu'il y a de la place effectivement pour un palace de plus. Mais au fait, un palace, qu'est-ce que c'est? Pour rentrer dans ce club très fermé, sont requis emplacements d'exception, services à foison, cadre magique, tarifs prohibitifs. À Paris, ils ne sont que 6. Parmi eux, celui-ci. Bienvenue au Bristol. Un palace ouvert en 1925 où les grands de ce monde ont leurs habitudes. Alors ici, pas question de se laisser intimider par le petit nouveau, car devenir palace, ça se mérite. Est-ce que vous craignez la concurrence de ces nouveaux palaces? D'abord, il n'y a pas de nouveau palace, parce qu'on ne naît pas palace, on est hôtel de prestige. C'est l'histoire qui vous fait palace ou qui ne vous fait pas palace. Palace ou non, cette concurrence, le directeur du Bristol s'apprête à l'affronter en augmentant l'offre. L'immeuble voisin racheté, c'est 27 suites en plus pour lui. Mais ce dernier n'est pas au bout de ses peines. En plein 16e arrondissement, un groupe asiatique vient de racheter cet immeuble pour y ouvrir un nouvel hôtel de prestige. Inauguration courant 2008. Un mot de politique avec la réponse de Nicolas Sarkozy aux tensions actuelles dans la majorité. Il n'avait pas répondu aux critiques à peine voilées de Dominique de Villepin ou aux ambitions exprimées de Michel Alliot-Marie. Nicolas Sarkozy était ce soir à Périgueux. On écoute le ministre de l'Intérieur et candidat déclaré à la présidentielle. Je veux l'unité de la famille. Je suis le garant de l'unité de la famille. Et s'il le faut, je serai unitaire pour tous les autres. Car je ne laisserai personne vous voler la victoire que vous méritez, une victoire que nous ne laisserons pas sacrifier à une division qui n'aurait aucun sens.
Nicolas Sarkozy qui a aussi fait l'éloge de la nation contre le communautarisme et s'est prononcé pour un État fort devant quelques 3000 personnes à Périgueux donc. Le 5e concours des talents des cités. Il récompense, vous le savez, chaque année des initiatives dans les quartiers défavorisés. Parmi les finalistes cette année, un restaurant gastronomique qui a ouvert ses portes en plein milieu d'une cité sensible de la banlieue de Caen. Du coup, le gratin de la ville se presse au milieu des tours. Tous les employés sont issus du quartier et ça marche. Reportage Sophie Rodier, Vivien Roussel. À midi, pas une minute de répit. Depuis qu'il a ouvert, il y a un an, ce restaurant de Caen ne désemplit pas. C'est du veau roulé avec du jambon ibérique et du persil. C'est servi avec une purée de carottes. Le chef propose une cuisine raffinée dans un site inhabituel. Nous sommes à la Guérinière, une cité de Caen classée sensible. On est loin des quartiers chics et même avec des avantages fiscaux, s'installer ici peut paraître osé. On a été pris pour des fous parce que ça paraissait totalement improbable de pouvoir implanter une telle activité avec ces qualités-là dans une zone franche urbaine. En cuisine, tout repose sur les épaules de Benoît Majorel, ancien élève d'un grand chef de la région. Est-ce que c'est assez cuit? Est-ce que c'est assez cuit? Pour que ce soit pas trop cuit. Merci, chef. La plupart des employés habitent le quartier. Et comme la majorité d'entre eux, Cassia Thiebaud, 25 ans, n'a aucune expérience. Il y a 4 mois, elle ne connaissait rien à la pâtisserie. Ça m'arrive de pas faire bien, donc ça donne pas du tout ça. Et Benoît, il dit, bah, t'inquiète pas, on va trouver autre chose. Et c'est ça la qualité de chef. Autre jeune fille du quartier, Nathalie Le Couturier fait ses premiers pas comme serveuse. Grâce à ce travail, elle retrouve confiance en elle. Après la 3e, je savais pas du tout quoi faire et en fait je faisais rien. Je restais chez moi toute la journée à rien faire et de travailler ici, ça me donne le plaisir de me lever le matin. Les riz sont au four, je veux ou quoi? Les 3 riz. Oui, 3 riz. Avec une certaine aussi liberté aussi, parce que sinon c'est pareil. Si je gueule à chaque fois que j'ai dans 10 minutes ou un quart d'heure de retard, j'en aurai rien à la fin. En quelques mois, le bouche à oreille a fonctionné. Certains clients traversent toute la ville pour venir déjeuner. Moi, s'il y a un bon restaurant, même si c'est dans une cité qui a une mauvaise réputation, ça ne m'empêchera pas de venir. Moi, je trouve que c'est très courageux. Je leur souhaite de réussir. C'était le but aussi un petit peu au départ, justement, d'essayer d'attirer les gens du centre-ville dans ce quartier-là. Ils se rendent compte que c'est pas non plus Beyrouth. Pas de système d'alarme ni de rideau de fer. Et pourtant, aucun acte de vandalisme à déplorer. Mais Benoît Majorel n'a pas encore complètement gagné son pari. Avec des tarifs bas, entre 8 et 13 € le plat, il espère à terme avoir plus de clients du quartier. Et ces grands prix talents des cités seront décernés samedi prochain au Sénat. Santé, on l'a appris en fin d'après-midi, mais les faits remontent à 2 ou 3 ans. Un accident de radiothérapie a provoqué la mort d'un patient et des complications chez 13 autres à l'hôpital d'Épinal dans les Vosges. Les victimes ont été surexposées au rayonnement. Nathalie Sapena. Des dysfonctionnements manifestes. Voilà ce qui a causé la mort en juin dernier d'un patient à l'hôpital d'Épinal, après une séance de radiothérapie pour traiter un cancer de la prostate. Le patient a reçu 20% de rayons en plus. Il ne l'a pas supporté. C'est une erreur de paramétrage du logiciel, qui était un logiciel nouveau et probablement un peu complexe, pour lequel certains des personnels qui étaient chargés de le paramétrer, c'est-à-dire de rentrer les données avant l'irradiation, ont commis une erreur. Un personnel mal formé, un logiciel en anglais, les premières conclusions sont sévères pour l'hôpital. 23 patients ont été ainsi surexposés entre mai 2004 et mai 2005, 5 d'entre eux en conservent de graves séquelles. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident de radiothérapie se produit. À l'hôpital Lyon-Sud, en mars dernier, une jeune femme de 30 ans est morte. Les manipulateurs avaient irradié 40 cm de peau au lieu de 40 mm.
30 000 postiers sollicités pour promouvoir la lecture et aider les élèves en difficulté. Ils sonneront peut-être à votre porte. C'est l'énorme opération lancée par l'association Lire et Faire Lire de l'écrivain Alexandre Jardin. Avec la collaboration de l'Éducation nationale, les facteurs vont, à l'occasion de leur tournée, recruter entre guillemets encore plus de retraités bénévoles pour faire la lecture dans les écoles. Mallory Aounou, Stéphane Guillemot. Prête pour la distribution du courrier. Mais ce matin, Stéphanie Rouault a glissé dans sa sacoche une surprise. Un petit prospectus destiné aux retraités de sa tournée. Comme 30 000 postiers, elle a accepté de recruter des bénévoles pour l'association Lire et Faire Lire. C'est vrai qu'on a un lien, je dirais, privilégié en tant que facteur, plus qu'un autre corps de métier, avec les gens. Et quand on veut faire passer un message, je trouve que c'est bien de le faire passer par les facteurs. L'invitation, lire aux enfants des histoires après l'école, surtout dans les quartiers défavorisés. Un recommandé, une livraison de timbres, toutes les occasions sont bonnes. Vous en laissez 2 ou 3 si vous aimez la lecture? Non, pas trop. D'accord. Tournons la page, la chance est au rendez-vous, quelques étages plus haut. Je veux bien tenter, hein. Pourquoi pas? Je crois que les enfants du quartier ne sont pas très habitués à lire et qui n'ont pas aussi beaucoup de moyens. Pour acheter des livres, il faut quand même avoir des moyens. Grand-maman a des baskets. Transmettre le goût de la lecture, clé de la réussite scolaire. Depuis 5 ans, dans cette école de ZEP, des mamies lectrices offrent un moment privilégié d'oral. Un coup de pouce à la maîtresse, chaque année, 20% d'enfants entrant en 6e sont en grande difficulté de lecture. Je trouve qu'on les motive pas assez et surtout les faire lire tout haut et qu'ils s'écoutent lire. Parce que quand ils arrivent à peu près à 13-14 ans, ils annonnent encore et c'est dommage. Lire et Faire Lire espère recruter quelques 5000 bénévoles grâce aux postiers. Une vocation toute trouvée pour ces hommes et ces femmes de lettres. Une curiosité à l'occasion de la fête de la science ce week-end. Un fossile de 40 millions d'années va être assemblé pour la première fois. Il sera montré au public au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Il ne s'agit pas d'un reptile, mais d'un mammifère, l'ancêtre de la baleine, un monstre des mers, 10 mètres de long, aux dents acérées. Nicolas Châteauneuf, José Boulestex. Ce sont des dents de carnivores, des dents toujours acérées après 40 millions d'années. Leur propriétaire avait beau être un lointain ancêtre des baleines, ils ne partageaient sans doute pas leur caractère pacifique. Pour l'instant, la créature n'a pas de nom. Elle sera baptisée bientôt par Christophe de Muison. C'est lui qui l'a découverte en Amérique du Sud. Depuis 30 ans, elle dormait dans les réserves, mais aujourd'hui, elle revoit enfin la lumière. Vous voyez, les baleines ont des fanons. Cet animal a des dents, des grosses dents, d'animal prédateur, qui se nourrissait vraisemblablement de très gros poissons. Un thon d'1 mètre de long ne lui faisait sûrement pas peur. Patiemment, il faut dégager les fossiles, enlever la terre, retirer la pierre pour faire revivre la créature. Et pour faire apparaître les os, les scientifiques ont une astuce. Je vais le tremper dans l'acide pour le dégager, pour justement faire le dégagement. Quelques jours de bain d'acide, un peu de patience pour que le calcaire fonde. Et l'on arrive à ça, 10 mètres de colonne vertébrale, toute une histoire pour le paléontologue. On voit que c'était un individu, un jeune adulte, puisqu'on voit les disques vertébraux, là, ne sont pas encore soudés aux vertèbres. C'est le disque vertébral qui est encore séparé du corps vertébral, qui est là, par du cartilage. Cette créature nous en apprend un peu plus sur les océans du passé. Il y a 40 millions d'années, les dinosaures avaient disparu, les mammifères prenaient leur place, en employant parfois pour survivre les mêmes armes. Football, une victoire, ça fait plaisir. On revient sur la belle soirée des Français qui ont retrouvé le moral. 5-0 face aux amateurs, il est vrai, des îles Féroé. Bonne soirée aussi pour l'Ukraine et l'Italie dans le même groupe. Un peu moins pour l'Angleterre avec, vous allez le voir, un but gag. Nathanaël Dorinxin. Voilà un match où il ne fallait surtout pas arriver en retard. Face aux îles Féroé, les Bleus semblaient pressés d'en finir. Pressés de gagner, pressés de marquer. On joue depuis 36 secondes et Louis Saha ouvre le score. Le public est aux anges, la soirée commence bien. 22e minute, Thierry Henry inscrit le 2e but de l'équipe de France. L'équipe des Féroé, 179e nation de la planète football, est composée de joueurs amateurs habitués à prendre des raclées. Face aux vice-champions du monde, ils ne vont pas faillir à la tradition. Anelka triple la mise, mais c'est David Trezeguet qui rappelle le jackpot. 2 buts dans le dernier quart d'heure, juste ce qu'il fallait pour lui remonter le moral et donner un peu plus d'éclat à la victoire française. Au classement, les Bleus rejoignent l'Écosse à la première place du groupe. Hier soir, les Écossais en noir ont concédé leur première défaite des éliminatoires
sur le terrain de l'Ukraine, 2-0. Finalement, dans cette course à l'Euro 2008, c'est l'Angleterre qui a passé la plus mauvaise soirée. Une défaite en Croatie et un but que Robinson, le gardien britannique, aura du mal à oublier, même en partant seul sur une île déserte. Pelouse mal entretenue, du rock avec le retour d'un sexe symbole des années 80. 20 ans après son tube, Toi, mon toi, Elie Medeiros retrouve la scène avec un nouvel album. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Elle semble fuir l'objectif. Dans la discrétion, Elie Medeiros revient à la chanson. 30 ans après ses débuts, 20 ans après son premier tube. Un tube, un autre, puis Elie Medeiros prend du recul, se tourne vers le cinéma. Fini la musique jusqu'au jour où un ami de toujours, Étienne Dao, la convainc de retourner en studio. Dao produit son album et improvise un duo, hommage à Marilyn. C'était comme si j'avais les pièces d'un puzzle que j'arrivais pas à mettre dans le bon ordre et c'est vraiment c'est là où lui il a été vraiment essentiel, c'est qu'il m'a aidé en fait à organiser mon projet. Pour fêter son retour, Elie Medeiros a choisi l'anonymat d'une petite salle parisienne, le nouveau Casino. Casino, nom étrange, pour une artiste qui n'a rien à perdre. Je veux tout de toi, les caresses et les claques, tu déverses sur moi, lors de ta rivière, je suis... Un nouveau départ pour une rescapée. Drogue, alcool à l'excès, l'artiste est aujourd'hui sereine. Je refais de la musique aujourd'hui, mais c'est moins douloureux. Parce que je profite plus des côtés positifs, parce que je les apprécie plus. Et que je me dis c'est dingue, je suis encore là. Et que j'ai eu de la chance, je suis passée à travers les gouttes. Now I'm out, now I'm out, now I'm out, like snow. Elle chante en anglais et en français, n'oublie pas ses racines latines. Elie Medeiros signe un album à son image, rock et sexy. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Alain Duhamel reçoit François Bayrou. La météo, Laurent Romeshko, 20h55, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Et ne ratez pas à 23h les années de sang, documentaire signé Charles Anderlin sur le conflit au Proche-Orient. Très bonne soirée.